Douceur, émotion, cocooning sont des mots que vous utilisez pour décrire votre mood quand vous écoutez Tant que je serai noir. Si vous êtes à court d'infusion, de chocolat ou de miel pour vous mettre encore plus dans ce mood, faites un tour sur l'e-shop Tant que je serai noir. Vous pourrez soutenir le média et des marques portées par des femmes inspirantes. Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un. Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. Je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est 2 enfants. Je suis Tipora, host du podcast Tant que je serai noire, serai-je mère ? Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Le 14 novembre 2022, l'association Boîte à cuir nous a accueillis à la Galerie du Montparnasse dans le cadre du Festival des Fiertés. Merci à l'association Boîte à cuir et plus précisément à Juliana pour l'invitation et l'organisation. Nous avons fait un enregistrement live sur les parentalités queer et noires en France. Lors de mes recherches, pour préparer l'épisode, je suis tombée essentiellement sur des ressources anglophones. Et là, en fait, je me suis dit qu'il était temps d'amplifier les voix sur le sujet en France. Et pour cela, j'ai reçu à mon micro Audrey Ekweton. Dans cette deuxième partie, nous avons parlé d'intersectionnalité entre le genre, la race, l'orientation sexuelle, quand il est question d'homoparentalité. Moi, je voulais revenir sur justement cette notion d'intersectionnalité. Je pense que tout le monde sait ce que c'est l'intersectionnalité ici. Je vois que j'ai la chance d'avoir un public. Donc, en fait, je voulais parler de ça dans le sens où il y a effectivement très peu de recherches sur l'intersection des sexualités et des groupes ethniques et encore moins sur les expériences des familles, donc BIPOC, LGBTQIA+. T'inquiète. Du coup, moi, j'avais une question qui me taraude en fait depuis que je travaille sur ce sujet. C'est donc elle est destinée à Audrey pour le coup. Selon toi, un parent queer et noir en France est-il invisibilisé 2 fois, donc la double peine? Et ça, on en a beaucoup parlé, même en off, à savoir invisible au sein des communautés donc queer parce qu'on est parents. Ouais. Et au sein du coup des communautés parentales mais noires du coup. Oui. Comment est-ce que tu navigues en fait entre ces 2 mondes, si tu arrives à naviguer pour le coup? On rame. On rame, c'est dur. C'est dur et puis de toute façon c'est à l'image un peu de la société parce que même quand je regarde un peu tout ce qui est disponible, que ce soit même pour parler juste de la parentalité basique, tu regardes les profils qui pop, c'est que des femmes. C'est que des femmes qui vivent en couple avec des hommes et c'est elles qui occupent tout. En fait, elles ont tout. Toutes les problématiques liées à la fatigue, à la charge mentale, le travail domestique et tout. Alors elles, tu entends du matin au soir leurs problèmes. Alors c'est pas un problème en soi parce que c'est une réalité, mais voilà quoi. Je veux dire, il y a d'autres familles, il y a des familles monoparentales. Alors elles, encore, on les entend pas du tout. Et je pense qu'il y a à aucun moment, je pense que c'est peut-être la problématique de pas être concerné, sûrement, mais à aucun moment, que ce soit les médias aussi, s'intéressent aux personnes minorisées, aux personnes qui sont invisibilisées. Et du coup, je trouve que c'est une difficulté de faire entendre son discours, en fait. Et je pense que, je vais le dire cash, mais personne n'a envie d'entendre ça, en fait. Personne n'a envie aussi d'envisager que c'est possible, en fait, d'être un parent noir, lesbienne, queer, gay.
qui vit seule. En fait, personne ne veut le voir parce que elle c'est dur. Je veux dire, j'en parlais d'un fois en story. Et puis, il y a ce truc qui m'énerve beaucoup, c'est que la parentalité, elle est décrite comme quelque chose... c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ok, c'est dur, mais il y a autre chose autour de ça. Il y a autre chose aussi autour de pourquoi on fait des enfants. Et il y a autre chose aussi autour de ce qui est parent, en fait, tu vois. Et en fait, c'est étouffant pour moi de voir tous ces discours autour des familles nucléaires, en fait. J'en ai marre, clairement. J'en ai marre. Je pense que personne n'a envie d'entendre un autre discours parce que ça ferait envisager une autre possibilité. Et ça voudrait dire ça voudrait en fait visibiliser et rendre réel que on peut être parent autrement que... En fait, ce serait bousculer un petit peu... oui, c'est trop bousculant. L'ordre établi. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Il y a vraiment ce truc de nucléaire, patriarcat qui... Et du coup, quand on a des voix queer qui parlent, parce que ça commence, pour l'instant, on voit aussi un peu les mêmes personnes. Ouais, aussi. Après, en parents, on va dire queer ou pas hétéro, blanc, aujourd'hui... En France, non. Je sais pas, vous en connaissez, vous? Comment? Christophe Beaugrand. Ouais. Mais après, ça reste des personnes privilégiées, tu vois. Oui. Ouais, toujours les mêmes profils par CSP++, tu vois. C'est toujours dans un... Ouais, toujours dans un... Ouais. Ça ne s'inscrit pas dans une réalité, on va dire, casual, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Non, mais ça me fait rire parce que du coup, tout à l'heure, on parlait de cette notion de privilège, en fait. Pas tout le monde peut du coup se permettre de choisir d'être parent quand on est queer, en fait, au vu des solutions qui sont disponibles, en tout cas en France. Et du coup, ça ne m'étonne pas de voir que c'est les mêmes qu'on va voir visibilisés, pour le coup. Et ce serait intéressant, du coup, de voir s'il y a des personnes aussi qui sont d'accord avec ça, même des personnes queer blanches, en fait. Parce que c'est vrai que la notion de classe, finalement, elle est hyper présente par rapport à qui peut accéder à la parentalité. Et ça, on le voit aussi dans l'hétéroparentalité. Oui. Et puis même au-delà sans parler forcément de l'homoparentalité, tout ce qui va être en dehors du cadre nucléaire, les familles monoparentales, elles sont très peu évoquées dans les discours, dans les dynamiques sociales, alors qu'on sait que c'est des familles qui sont fragiles, et qui sont nombreuses et dont souvent c'est la mère qui est à la tête de ces familles-là, tu vois. Et ça, pareil, quand tu regardes aussi dans un paysage, on va dire Instagram ou profil ou blog, ces personnes-là, elles popent jamais, en fait. Jamais. Exactement. Personne ne s'intéresse à comment une femme seule, elle élève ses 1, 2, 3 enfants. C'est pas intéressant, en fait. Non. On s'en fout. En fait, c'est... comment dire ? C'est comme si c'était un peu l'échec aussi cuisant, en fait, de ce schéma hétérosexuel où on a vendu du rêve en disant qu'il fallait un papa et une maman et que tout allait être parfait. Et du coup, le fait de montrer qu'il y ait autant de familles monoparentales, c'est peut-être aussi montrer l'échec cuisant, en fait, de ce modèle-là. Oui. Et ce serait questionner ce modèle-là. Et je pense que c'est plus facile de fermer les yeux que de se dire, en fait, il y a un vrai souci. En fait, rares sont les personnes qui choisissent la monoparentalité, au final. Oui, la monoparentalité, non, c'est pas un choix, non. Et du coup, toi, Koueton, dans tout ça, est-ce que, on a parlé de modèles, est-ce que toi, aujourd'hui, qui n'es pas encore parent, t'arrives à trouver justement des modèles, des personnes qui te donnent de l'espoir en te disant,
potentiellement je pourrais enfin devenir parent. C'est vrai qu'on parle beaucoup de représentation, ça fait grincer les dents de certains, mais je pense que dans le développement de chaque personne, on a besoin en fait de se dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à le faire, donc moi aussi je peux. Donc quels sont tes modèles si tu en as? Au-delà même de parler déjà même des modèles, même avec mon cercle d'amis, le sujet de la parentalité, mes amis gays en tout cas, le sujet de la parentalité s'il est évoqué, il est évoqué juste de façon superficielle. On va juste se dire, je veux tel nombre d'enfants, je veux 2 enfants, je veux 3 enfants, mais on va jamais, ou très rarement, à moins que ce soit un ami vraiment très proche, se poser et dire, OK, je vais opter pour telle méthode parce que voilà, c'est ce qui me convient, ou opter pour telle autre méthode parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vraiment pas très évoqué et pas très développé en tout cas. Donc, pour revenir à ta question sur les modèles, la plupart des modèles que j'ai eus en termes de parentalité, en tout cas de parentalité que je souhaite, c'est-à-dire d'adoption ou de GPA, c'était plus des modèles anglo-saxons. Oui. C'était principalement aux États-Unis ou en Angleterre, mais dans le paysage francophone, c'est extrêmement rare en tout cas. J'en connais, mais très peu, et il faut vraiment aller les dénicher. Ouais. Et du coup, je rebondis sur le fait que dans ton cercle amical, on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est un manque d'information, qu'il n'y a pas assez d'infos justement sur le sujet, ou c'est juste un manque d'intérêt? Je pense que c'est un manque d'information. Beaucoup de personnes ne pensent pas, on ne va pas se mentir, on vient, la plupart en tout cas, de familles africaines ou de familles antillaises. Et le poids de la culture est vraiment très fort, surtout quand tu sors... moi, en tout cas, personnellement, je suis né sur le continent africain, j'ai grandi sur le continent africain. Le poids de la culture, de la famille, tout ça, c'est extrêmement fort. Donc, il y a certaines choses, même quand tu vis en France et que tu as toutes ces possibilités-là, tu te dis, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et tu n'y penses pas, même tu ne l'évoques même pas comme une possibilité pour toi, alors que c'est possible pour toi. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'aspects qui entrent en ligne de compte qui font que... je pense pas que ce soit du désintéressement parce que je connais aucun de mes amis. Il y en a certains qui me disent j'ai pas envie d'avoir d'enfants et c'est leur choix. Mais la plupart des personnes que je connais, en tout cas, me disent j'ai envie d'avoir un enfant, 2, 3. Mais pour mes amis africains, la plupart vont me dire bon, je vais trouver un arrangement avec une fille ou ce genre de choses pour faire plaisir à la famille. Il y a ce cas de figure aussi. Ouais. Et il y a aussi le cas de figure de personnes qui s'assument et qui disent moi, j'ai envie de choisir ce que j'ai envie de faire, ce qui va me faire plaisir à moi avant de penser au bonheur des autres. Oui, de la famille. Exactement. C'est hyper intéressant et merci du coup d'en parler parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait de faire son propre chemin quand on a un poids culturel qui est présent tous les jours en fait. Et surtout, ce côté, la famille, c'est hyper important quand on est une personne afrodescendante. Enfin, du coup, il y a une culpabilité / je veux plaire à tout le monde, je veux pas créer de conflit. Déjà qu'on m'accepte plus ou moins, donc je vais pas faire de vagues. J'ai pas envie d'être l'enfant qu'on pointe du doigt aux réunions de famille ou la honte de la famille ou ce genre de choses. Dans le prochain épisode, nous allons parler du rapport aux autres.